Merci d'être là en cette fin de journée. Je sais que ça a été une journée éprouvante pour nous aussi. On est là pour parler d'un retour d'expérience sur MyTF1. Une histoire qui s'est passée entre juin 2018 et fin août 2019 pour notre intervention en tout cas. Et ce qu'on va faire, 30 minutes c'est court, mais on va vous présenter pourquoi, de l'avis de tous, c'était un beau projet. On va se concentrer sur les pain points et surtout les facteurs clés de succès, dont certains que vous pourrez appliquer dès demain chez vous. Petit tour d'abord avec qui on va discuter. J'ai Simon Boeuf à côté qui était développeur web sur le projet. Cécile Dreyfus, partie développement Android. Thomas Bidet, le client, Global PO chez MyTF1. Et moi-même, Jérôme Aigron, qui était Delivery Manager, rôle de facilitateur agile. En gros, retenez Scrum Master. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, Jérôme et toute l'équipe. Je suis ravi d'être là. Mon rôle à TF1, c'est donc Head of Product, en particulier sur MyTF1 et quelques autres produits. Pour vous faire une petite intro sur ce qu'on va se dire aujourd'hui et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est vos questions à la fin. Mais c'est qui on est, ITF1, c'est la filiale digitale du groupe TF1. On a un portefeuille, donc comme je disais, de produits avec un navire amiral qui est MyTF1. On a aussi des produits de SVOD et de VOD transactionnels avec Tefumax et MyTF1 VOD. Et moi, pour ma part, j'anime une équipe pluridisciplinaire avec des PO, des business owners et des UX designers. Alors, on m'a demandé de résumer pourquoi on a fait une refonte. Alors ça, c'est compliqué de le faire sur une slide, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, moi j'ai retenu 3 idées, 3 choix structurants très forts à TF1. Il fallait qu'on se remette à niveau techniquement, c'est clair. On avait une dette technique accumulée depuis un certain temps qui était devenue ingérable. On avait un enjeu, on l'a vu un peu dans le film, d'élargissement de notre promesse fonctionnelle. On se fait fortement challenger par les GAFA, tout le monde nous parle de Netflix, mais il fallait déjà qu'on se remette à niveau par rapport à nos concurrents B2B direct, les Sisplay, France TV et autres. Et je crois que là, on a réussi. Et enfin, on avait un autre enjeu, on va beaucoup en parler ce soir, qui est on a fortement accéléré notre transfo digital et la mise en place du Scrum au même moment. Donc, on a eu cette ingénieuse idée qui a d'autant plus complexifié le challenge. Mais voilà, c'était un peu les 3 grands choix structurants sur ce projet. On va commencer par les points qui font mal. Comme ça, après, on finira sur une note positive. Vous l'avez compris, on arrive en juin 2018 sur un projet de refonte globale. C'est-à-dire toutes les applications MyTF1 doivent être refondues. Et on commence par s'occuper du front, ce qui est un peu inhabituel. Du coup, au démarrage, on a une équipe UX/UI, merci Axence, qui était sur le projet avec nous, et une équipe de développeurs Xebia. Et on commence à travailler sur les écrans. Pourquoi c'est un pain point? Ça paraît pas mal. En fait, on va prendre le temps en effet de faire des écrans. Et on les implémente, on a une application qui se construit, et de refaire des écrans. Et de refaire des écrans. Et oui, on a un beau produit, et ça, c'est vraiment un point aussi positif. Par contre, ça a vraiment un impact sur le moral de l'équipe, qui a l'impression du coup de quand c'est qu'on va sortir ce produit. Oui, l'agilité prône d'accepter le changement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un moment, il faut quand même mettre le produit en prod, et après itérer sur ce produit. Mais de l'avis de tous, ça reste quand même un avantage d'avoir pris le temps de faire ces écrans. Alors, un autre problème avec le fait de commencer une refonte par le front, c'est que le front-end, c'est un métier qui est en bout de chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez consommer tous les services internes de l'application. Et si vous commencez votre refonte par le front-end, ces services, ils n'existent pas. Donc, il y a une solution à ce problème, ça s'appelle le mocking. Vous allez simuler un peu l'existence de ces services. Mais ce n'est pas une solution qui est idéale. Elle n'est pas idéale pourquoi? D'abord parce qu'elle demande du temps de développement. Ce n'est pas gratuit de développer un mini-service en quelque sorte. Ensuite parce que vous allez avoir un dataset qui est très réduit. Les données qui vont sortir de ce service vont être forcément beaucoup plus minimalistes qu'un service réel. Et donc ce que ça va donner, c'est qu'au moment de l'intégration, vous allez avoir souvent des redéveloppements liés à l'adaptation par rapport à la réalité des cas que vous n'aviez pas prévus. Et découvrir des bugs pour les mêmes raisons, parce que votre dataset était réduit. Un autre souci, un autre pain point qui a été assez fort dans ce projet au début, c'était que quand les autres services ont commencé à arriver, justement, géographiquement, les équipes étaient isolées, tout le monde codait un petit peu dans son coin. Du coup, une communication très difficile, et donc les problèmes que je viens de vous évoquer étaient étaient accrus, quoi. Parce que si vous n'avez aucune idée de la tête que vont avoir les données que vous allez recevoir, forcément,
c'est plus difficile de coder, vous avancez un petit peu à l'aveugle. Comme vous allez le voir, on a pu surmonter ça par la suite, mais ce n'était pas quelque chose qui était gagné d'avance. Et clairement, si c'était resté comme ça ne serait pas aussi bien passé. Alors, on parle de problème d'assemblage de dernière minute. En fait, c'est pas que de la dernière minute. Comme on l'a évoqué, il y a plusieurs dépendances, que ce soit avec le player, par exemple, qui fait MyTF1 sans player, c'est quand même un peu essentiel. Si on n'a pas de back-end. En fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque équipe a avancé de son côté, individuellement, avec très peu de communication, comme on l'a dit. Donc, les backlogs, au fur et à mesure, ils se réduisent. Tout le monde, unitairement, a son truc. Sauf que quand il faut mettre ensemble, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Typiquement, j'ai souvenir, moins d'une semaine avant la MEP, je crois, il a fallu que côté mobile, on fasse des US de raccro, parce que côté back, ils s'attendaient à avoir un comportement particulier qu'on n'avait pas du tout anticipé. Pour nous, le back, il ne marchait pas comme ça. Quand même, il faut toujours se raccrocher et faire marcher le produit. Hop là. Dernier gros pain point, pas de PO, pas de produit, pas de chocolat. On vous a présenté donc Thomas comme global PO, et en effet, il est tellement global, il fait plein de trucs. Il fait tout MyTF1. Donc encore une fois, la pub, le player, nous, donc le front-end, ça fait beaucoup pour une seule personne. Et aussi fort qu'il soit, c'est pas encore Superman, sans devenir. Voilà. Et en fait, le problème qu'on a eu, c'est que les US, il faut qu'on en ait, il faut qu'on ait un backlog. La chance qu'on a eue, par contre, c'est qu'il y avait une très très bonne relation avec l'équipe UX, qui en fait, ils avaient particulièrement bien compris à la fois la vision de Thomas, et ils avaient aussi une super connaissance du marché à l'heure actuelle. Donc, ils arrivaient à nous donner des écrans, comme on en a parlé tout à l'heure, et à nous aider à avancer. On a aussi eu un super méga coup de pouce de Jérôme, qui, en plus de son rôle de Scrum, a pris le temps en fait, de rédiger des US et de commencer à fournir des backlogs pour que nous aussi, on puisse avancer de notre côté, nous étant les devs. Voilà, on vous a dit qu'on en a chié. Désolé pour le langage, ça vient naturellement. On a galéré, voilà. Mais on a aussi cartonné sur d'autres trucs. Vous voyez, Superman, il arrive. Alors, première chose, voilà, l'UX, UI au cœur de l'agilité, on a dit qu'il faisait vraiment partie de l'équipe. Bon, là, vous avez donc Jérôme qui est agile lui-même en essayant d'animer un daily. Ce qui est intéressant, par contre, sur cette photo, voilà, c'est la colonne du dessus, qui représente donc chaque étape des itérations d'US pendant le sprint. En fait, l'équipe UX, elle faisait tellement partie de l'équipe qu'elle était à la fois la fournisseuse d'input pour qu'on puisse démarrer nos US. Quand je dis input, c'est les maquettes, mais c'est aussi la librairie Atomic Design, c'est les animations, tout ça, parce que nous, on ne va pas les faire. Surtout quand c'est des trucs qui tournent dans tous les sens, ils sont très inspirés, je vous jure. Autre point clé qui vous ont vraiment donné une énorme valeur ajoutée, c'est la super colonne UX Review, qui est juste au-dessus de la tête de Jérôme, je n'ai pas fait attention. En fait, qu'est-ce que c'est une UX Review? Vous êtes développeur, il y a un designer qui vient s'asseoir à côté de vous et qui regarde tout ce que vous avez fait sur votre US. Tout ce que vous avez fait graphiquement. Sauf que ce n'est pas juste vérifier au pixel près que la marge elle est correcte. Non, c'est vérifier que la navigation elle marche bien, que l'animation elle a de la bonne vitesse, qu'elle s'exécute au bon moment, et ainsi de suite. Et heureusement qu'on a eu ça, parce que mine de rien, ça fait une énorme valeur ajoutée. La preuve... Merci. Les deux premiers écrans, donc c'est ce qu'il y a sur l'application Android, du moins c'est ce qu'il y avait quand on l'a travaillé. Ce sont des choses que vous ne voyez pas en tant qu'utilisateur. Par contre, c'est des choses qui sont absolument essentielles. Premier écran, c'est une show page, donc c'est la page d'un programme, en l'occurrence Danse avec les stars. Pourquoi est-ce que vous avez le haut qui est bizarre comme ça? Parce qu'en fait, il y a toute une animation quand vous scrollez, il faut savoir anticiper. Alors, le fade, quand est-ce qu'il se passe? Le scroll, qu'est-ce qu'il fait? Le titre, où est-ce qu'il se met? Est-ce qu'il y a un changement de couleur? Tout ça, en fait, ça fait partie de la grosse valeur ajoutée de l'UX. L'écran qui est à côté, je ne sais pas si on voit bien le contraste, c'est ce qu'on appelait un skeleton. À l'instar d'une page web, où en fait, vous ne balancez pas vos données en brut. Vous les amenez progressivement. Ça, pareil, c'est le genre de petits détails, vous n'y faites pas attention, mais si vous ne l'avez pas, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas quand vous utilisez votre appli. Dernier exemple de co-création, c'était le mode tablette. En fait, il faut savoir que pour prioriser, pour vraiment pouvoir avancer, on a commencé par uniquement utiliser le téléphone, l'application uniquement sur téléphone. La tablette est venue dans un second temps. Par contre, ce qui a été génial, c'est qu'avec les équipes de design, les équipes mobiles notamment, on s'est vraiment assis à côté
2 heures chacun pour pouvoir arriver à un tel résultat. Quand je dis un tel résultat, ça veut dire qu'on respecte les environnements iOS, Android, c'est pas tout à fait la même chose, les contraintes de chacun et comment aller au plus vite, au mieux. On est en train petit à petit de parler d'équipe, hein, et c'est vraiment un gros facteur de succès de toute façon. C'est l'équipe et notamment ce qu'il y a derrière, l'état d'esprit d'une équipe. Comment ça se construit? On a eu un avantage, c'est qu'on est, par rapport à ce qu'a dit Simon, au début on était isolés. Au bout d'un moment, on était tous rassemblés au même endroit, géographiquement sur un même plateau. Quand je dis tous, c'est pas seulement les équipes de refonte, mais également toutes les équipes avec lesquelles il y avait des dépendances. Sur le même plateau, je ne sais pas si vous avez vu le slot d'Anne-Sophie sur comment générer un esprit d'équipe, engager les gens, mais il n'y avait pas de séparateur, pas de frontière. Ce qui est bien là-dedans, c'est que ça fluidifie l'échange. Ça permet d'échanger, de comprendre quels sont les impacts ou les besoins et quels sont les problèmes qui vont arriver. Point important, j'ai parlé de géographiquement, il n'y a pas que ça. Pour faire un beau produit, il faut les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce n'est pas seulement des personnes qualifiées techniquement, mais également des personnes qui savent travailler ensemble, collaborer. Retenez quelque chose. Quand vous montez une équipe, prenez soin de qui vous onboardez, que ce soit dans les personnes que vous avez en interne ou même en externe. Je continue sur l'équipe, des PO au top. Trop souvent, on a des projets encore où le rôle de PO n'est pas bien implémenté. Bien implémenté dans le sens, pas assez de temps pour le faire. Là, on avait la chance, oui, Thomas était surchargé, Marianne Nogui aussi, rôle de Global PO également avec Thomas. Mais au bout d'un moment, on a eu Marine, qui est tout à gauche, qui était une PO dédiée à l'équipe front. Donc là, quelqu'un qui est disponible, qui connaît son métier, qui prend le temps de tester les applications, et surtout qui est à côté des devs et qui échange avec eux. Ce n'est pas une PO qui arrive, c'est mon besoin, implémentez-le comme ça. C'est une PO qui a un besoin, échange, prend l'avis des devs, on trouve un compromis, ou ceux qui n'aiment pas le mot compromis, un équilibre, et on y va pour implémenter. Et ça fait la différence. Pourquoi ils ont été au top? Il y a 2 personnes qui sont rajoutées sur le slide. TF1 a eu l'intelligence pour cette refonte de pourvoir aussi le rôle de directeur de programme, la personne d'Olivier Leroy, et le rôle de PMO, la personne de Yann Le Souef. Pourquoi c'est important? Ça a permis de déléguer à ces 2 personnes un travail qui avant était dans la banette des PO, à savoir gérer le staffing, le suivi des KPI, gérer les problèmes de dépendance, gérer le reporting, etc. Et du coup, on a des PO qui peuvent se concentrer sur leur métier. Retenez une chose, je ne sais pas quel est votre rôle en entreprise, mais défendez vraiment ça. Laissez le temps aux PO pour faire leur métier. Alors, le titre de cette slide, c'est « Une équipe engagée et motivée ». Alors oui, une équipe engagée et motivée, c'est un facteur de succès, si vous en doutiez. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ça? D'abord, on passe par une organisation libre. Chez TF1, toutes les feature teams avaient une liberté totale sur les choix techniques qu'ils faisaient. Ils avaient une liberté totale sur les méthodes de travail et les organisations de travail, c'est-à-dire le peer coding, la peer review, sur le Gitflow qu'on mettait en place, tout ça. Et on a aussi pu discuter des contrats d'interface en direct en même temps qu'ils étaient développés avec les services qui étaient en train de les développer. Donc c'était hyper flexible, hyper souple et c'était hyper agréable. Ce qui a fait que l'implication monte automatiquement quand vous avez un cadre de travail comme celui-là. Un autre facteur de ça, c'est arriver à monter une équipe idéale. Chez TF1, les équipes suivaient un peu tout le même schéma, à savoir qu'il y avait des personnes qui étaient suffisamment expertes techniquement pour assumer le rôle de lead, que ce soit officiellement ou officieusement, et des personnes qui étaient plus juniors, mais très motivées. Et du coup, il y a eu des binômes qui se sont formés souvent entre un expert technique et un junior, et une montée en compétences très très forte suite à ça. Donc de la seniorité et du mentoring. Point suivant, on se serre les coudes. En fait, tout ce que je vais dire là, c'est des conséquences de tous les facteurs qu'on a évoqués, mais ce n'est pas non plus gratuit et c'est bien de le souligner. Donc les conséquences de tout ça, c'est que tout le monde sait qu'on a tous le même objectif, tout le monde sait que tout le monde sait qu'on a tous le même objectif, et du coup, on a une communication transparente tout le temps, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire, pas faciles à entendre, en fait, ça devient facile parce qu'on sait pourquoi on se dit les choses. Tout le monde est impliqué et volontaire dans le projet. Je vais vous donner 2-3 exemples.
Il nous est arrivé une fois ou deux, je ne sais plus, de rester le soir chez TF1 en équipe. On s'est organisé des soirées pizza-bière à travailler chez TF1. Et ça, on l'a fait sans demande de la part de qui que ce soit. C'était simplement parce qu'on avait envie d'avancer et qu'on trouvait qu'on n'était pas au point. Autre chose, ça nous est arrivé aussi d'organiser carrément un week-end chez TF1. On avait plus de travail, on est revenu le week-end. Et c'était vachement sympa d'ailleurs. S'il n'y avait pas les PO pour nous mettre la pression. Et donc encore une fois, ça, personne ne nous a demandé de le faire et c'était super. Et donc une conséquence de ce point-là, et on voit apparaître un cercle vertueux, c'est que quand un PO voit que vous avez cette implication-là, il va vous faire encore plus confiance. S'il vous fait encore plus confiance, il va vous laisser plus de liberté, et puis ça va s'enchaîner comme ça. Et du coup, quand on arrive sur une deadline à la fin qu'on ne peut pas tenir, où on se rend compte qu'on n'arrivera pas à remplir le périmètre, la première réaction du PO, c'est pas il faut mettre un coup de feu au dev pour que ça avance, c'est on va couper le périmètre. Et ça a été fait de manière très naturelle et très agréable. Et moi, c'était vraiment impressionnant de voir que, en fait, on va pas y arriver. C'est pas grave, on coupe. Alors qu'il y avait des features qui étaient annoncées. Vous avez vu la vidéo. Si on tenait pas ça, c'était quand même grave. Je sais pas si Thomas, tu veux réagir là-dessus. Alors ça, c'est une vision un peu romantique des choses parce que moi, je l'ai vécu avec une direction générale qui me voyait arriver avec la SERP. Donc oui, on l'a fait, c'est pas par gaieté de cœur. Par contre, ce qui est vraiment super pour les équipes, c'est que cette logique, vraiment de cette culture du MVP, qui est pas très TF1 dans l'esprit, c'est plutôt la culture du zéro défaut, le broadcast TV. Là, on a un management qui a joué le jeu et qui a assumé ça pour qu'on sorte globalement dans les temps, puisque je précise que c'est un projet depuis mon premier brief en mars 2018 jusqu'au 11 juin 2019, donc on est sur un projet de 15 mois, et on a un retard de 3 semaines. Par rapport au TTM qu'on s'était fixé, parce qu'à un moment donné, on passe en V dans ce type de projet. On l'a fixé fin janvier, et donc on a un retard de 3 semaines à l'échelle de 15 mois. C'est chapeau, quoi. Alors, un gros élément de succès. Il y en a tellement, c'est pour ça. C'est juste qu'on les a un peu limités pour vous en parler. Il y a quelqu'un du fonctionnel, à la fin du projet, pas Thomas, quelqu'un d'autre, qui nous a dit, c'est vraiment la première fois que je parle aux devs. Ça paraît surprenant de se dire, mais pourquoi quelqu'un du fonctionnel, c'est choquant, non? En fait, oui et non. Ça témoigne d'une certaine manière de fonctionner, mais ça veut aussi dire que, de notre côté, on a été capable de mettre en place des phases de grooming qui étaient suffisamment intéressantes et suffisamment riches en échanges pour que tout le monde ait le même niveau d'information. C'est arrivé assez souvent qu'on ait des demandes fonctionnelles ou même techniques de la part des autres équipes qui nous disent « alors j'ai besoin que le front il fasse ça, 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 ça et ça ». Et nous on a dit c'est pas possible, ça marche pas. Ça peut pas marcher de la manière dont vous voulez. Et en fait il y a eu des échanges qui ont été suffisamment riches, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, pour que justement on arrive au meilleur compromis. On comprend votre besoin, par contre techniquement ça c'est pas possible. Nous techniquement ce qu'on peut proposer par contre, c'est un truc comme ça. Donc, c'est peut-être pas exactement la demande initiale. Par contre, est-ce que le contrat, il est rempli sur « vous avez besoin de ça, on arrive à faire ça ?» Oui, en fait, tout bêtement. Tac. Pardon, Thomas, j'ai coupé, excuse-moi. Je ne peux qu'approuver. Je ne peux qu'approuver. Il faut voir qu'on était dans une organisation très silotée il y a encore 2 ans. Malheureusement, je l'ai vécu. Et donc, on a parallélisé, c'est ce que je disais en préambule, dans nos choix structurants, on a parallélisé les deux. Moi, je me suis aussi servi de la refonte pour propulser, pour accélérer le silotage et la mise en place d'agilité dans l'entreprise. Donc, oui, effectivement, j'ai connu ça, le métier, l'antenne, l'éditeur, qui finalement ne rentrent pas dans les sujets tech. Mais là, on a fait les deux en même temps. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais bon, le résultat est là, quoi. Donc bravo. En fait, ce qui symbolise vraiment l'ensemble du projet, les 10 à 12, voire plus nombre de mois, c'est le sens du partage. Malgré une collaboration qui a été au départ un peu difficile, on l'a vu, en fait, il y a des choses qui sont venues très naturellement. Pas toujours les rétrobars, pas toujours. Projet agile sprint, fin de sprint, rétro. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ils avaient envie d'être ensemble, juste pas autour d'une table. Donc oui, il y a eu quelques rétros qui ont été délocalisés au bar, mais derrière, ça fait de l'échange, parce que les soirées, franchement, on les finissait à des heures assez tardives. Et si vous voyez derrière Simonet, tout le monde participe. C'est quand même important.
En fait, tout ça, cette bonne ambiance et ce sens du partage, ça menait même à des célébrations communes, comme on peut le voir par exemple sur cette photo. Pour la petite histoire, ça a été pris à la soirée de lancement, un tout petit peu après ou avant la MEP, en tout cas la soirée de lancement de la refonte MyTF1. Et hormis qu'on est tous beaux gosses là-dessus, vous êtes d'accord? Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a tous les métiers sur cette photo. Il y a les devs, tout confondu, il y a les testeurs, il y a l'équipe UX, il y a les PO, il y a le directeur de programme. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément tous les jours, surtout dans un projet où il y a beaucoup de parties prenantes. Voilà. Ouais, j'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai un directeur général qui vient me voir le lundi matin, non, qui m'envoie un WhatsApp un vendredi soir en me disant punaise, il y a notre team et Xebia dans le bar de la Boule, là, qui est le repère des afterwork de TF1, ils sont ensemble, ça sent bon. Et voilà, il avait tout dit en fait. Il s'est dit, d'un point de vue managérial, là, on sent qu'il y a vraiment une unité, l'équipe fait corps, donc c'était plutôt positif. Voilà. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous, les Xebians, on est partis progressivement entre 2 semaines et 2 mois après la première MEP. Mais donc la suite, c'est Thomas qui nous la raconte. Là, je vous fais juste très rapidement parce que ça va vous intéresser. Donc, on est en prod depuis le 11 juin sur le web. Les apps, on était en mise en prod progressive à partir de fin juin, début juillet. Donc 4 mois après, je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui, mais sur nos performances sur l'OTT, donc web et app, c'est largement au-dessus de nos espérances, d'un point de vue quantitatif. Visiteurs, visites, vidéos vues. Les équipes, deuxième gros pan qui était l'objectif, la mise en place de l'agilité. On peut dire aujourd'hui, pour la première fois dans le groupe TF1, on commence à avoir une organisation centrée produit sur un modèle feature team complètement désiloté. C'est loin d'être parfait, on est toujours en amélioration continue de l'organisation, mais ça, on a eu aussi une accélération assez fulgurante sur cette partie. Et puis la troisième, c'est qu'on va enfin rentrer, on est en train de rentrer dans une culture de l'amélioration continue. On essuie aussi les plâtres, on n'est pas encore à une MEP tous les 2 jours sur le web ou toutes les 2 semaines sur les apps. Mais concrètement, les signaux sont vraiment très très intéressants. Donc nous, au-delà du fait qu'on a un produit dont on est fier et qui nous permet d'avoir déjà 2 prix rien que depuis la rentrée, au-delà de ça, c'est vraiment, ça nous a permis de basculer dans un autre temps côté ITF1. Et voilà, c'est très positif. On a fini pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, un grand merci, parce que ça avait l'air d'être une super expérience de votre côté. On le sent quand vous en parlez. Ma question va s'adresser à toi, du coup. Tu disais tout à l'heure, toute bonne chose a une fin. Toi, tu parles de culture d'amélioration continue. C'est un peu surprenant, parce qu'on se dit, surtout étant donné qu'on est accompagné par Axence, que le moment de la MEP est le moment d'avoir un retour des clients, des users, pourquoi on s'arrête là? Pourquoi on ne continue pas? Tu parles de l'outsourcing ou parce que je ne suis pas rentré dans les détails après? Non, sur la partie app, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à l'améliorer, à la faire vivre? Bien sûr. J'ai une mise à jour en ce moment même, là, on est en train de mettre à jour, de pousser iOS. On va avoir dans quelques instants la playlist, on va rajouter des filtres pour faire des sélections par saison sur les contenus. Donc on est bien dans cette démarche-là. En mode discussion. Je ne sais pas si je réponds à... En fait, du coup, pourquoi tu arrêtes l'outsourcing, en fait? Voilà. C'est ça la question. Parce qu'à aucun moment, on ne voit qu'il y a des équipes mixtes, des internes, des externes, etc. Alors, pour faire court là-dessus, parce que c'est crucial, comme ta question, elle est cruciale. À un moment donné, nous, stratégiquement parlant, tactiquement parlant, et ça a parlé aux gens de business chez vous, que ce soit Axence ou Xebia ou d'autres prestats, nous, on doit internaliser de la compétence. On doit aller chercher des talents, on doit les attirer, et parce que on a une stratégie D2C, direct to consumer. On fait du direct to consumer aujourd'hui à TF1, c'est cœur métier. Donc on n'a pas le choix, en fait. C'est de la stratégie. Ce point-là, on le porte depuis février. Donc on a commencé à mettre Xebia et Axence dans la boucle depuis février pour leur dire, cet onboarding-là, vous devez nous accompagner, on a besoin de vous, vous allez nous aider. Donc les recrutements des techs, ils étaient faits avec Simonet. D'ailleurs, Simonet n'est pas là, je le regrette, côté iOS. Aussi. Bon, ok. Simon en a fait aussi. Enfin, tout le monde nous a aidés pour faire cette transition, nous a accompagnés. Et moi, sur la partie UX, je vais évidemment continuer d'outsourcer quand je peux le faire, quand j'en ai les moyens.
Et surtout quand je considère moi que c'est pertinent. Quand j'ai accumulé suffisamment de dettes, que ce soit de la tech ou du design, et que je me dis on va pas s'en sortir tout seul. Moi j'ai beaucoup de track record chez TF1. À un moment donné j'ai besoin d'avoir de la créativité de l'extérieur. Là je vais la déclencher. Mais la refonte et l'amélioration continue c'est antinomique. Moi je voulais plus parler de refonte il y a 2 ans. Je ne voulais pas de refonte. J'étais un de ceux qui, parce que j'ai déjà refondu ce produit-là, j'ai connu ce que ça, le trou d'air derrière. Donc là maintenant notre enjeu, l'enjeu c'était pas de me mettre en production, c'est de se dire je vais être à début décembre, là j'ai fait combien de MEP? Bah déjà sur l'app j'en suis à quelques-unes, c'est pas dingue. Sur le web j'en suis à peut-être 12 ou 13. Donc c'est qu'on y est. Bonsoir, merci pour le Rex, c'était très bien. Maintenant vous avez un super pouvoir, ça y est, officiellement vous êtes Superman, vous avez vécu ça. Avec cette connaissance, si, comme par magie, il fallait revenir un an et demi en arrière, qu'est-ce que vous feriez différemment? C'est une super question, mais alors là, il faudrait qu'on se pose autour d'un verre. Hein. Tu fais pareil. Bah forcément plein de choses. J'ai fait plein d'erreurs. Enfin, on en a fait tous collectivement. Allez, j'en prends une parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça tombe bien, j'allais dire une et une seule. Attends, t'as dit une en plus, une seule chose. Non, bah alors la seule chose, elle est évidente, le lancement. Voilà, le démarrage au lancement. Moi, ça s'appelle le Bus Factor. Mon PO fétiche, programmé, mis sur la rampe de lancement a un problème d'ordre privé. 2 semaines avant qu'il débarque. Bon, bah là, moi, en tant que Head of Product, c'est le Bus Factor, le vrai, parce que vous prenez pas un prestat PO comme ça du jour au lendemain. Bon, là, Jérôme, respect total, parce qu'il a fait un dépassement de fonction exceptionnel, mais vraiment, j'insiste, c'est un élément clé. L'équipe a été super, mais Jérôme a été un élément clé fantastique. D'ailleurs, on aurait bien voulu le garder, Jérôme, mais ça quand on parlait des... Il n'est pas disponible. Ça a été compliqué, on a vite compris. Donc, il a compensé. Moi, j'ai essayé de compenser tant que j'ai pu, mais bon, vous l'avez dit, bah oui, moi, j'ai une équipe à gérer. Et autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que MyTF1 existe et fait du business pendant ce temps. Hein. Jusqu'au 10 juin, il faut que la prod, elle tourne. Avec un produit, avec une dette technique et design qui est juste à ce niveau-là, et une pression de mes dirigeants qui est aussi à ce niveau-là. Donc faire les deux était assez compliqué. Donc si je devais le refaire, meilleure anticipation, meilleure réaction au cœur de l'été pour mieux les accueillir, meilleure intégration par rapport aux équipes internes. Parce que là, on a vraiment eu le côté de, eux, ils arrivent, ils vont faire le super MyTF1 de demain, et vous les autres, vous allez turbiner sur le vieux MyTF1. Donc là, le chaos. Donc moi j'ai passé mon temps à faire du management entre septembre et novembre. C'était que du management tout le temps. Puis après je me suis mis à faire du produit. Et deux conséquences évidemment de tout ça, c'est que quand j'ai vraiment mis le nez dedans, je leur ai un peu retourné le truc. Et c'est là où ils en ont parlé. Oui, on a acheté pas mal de choses. Mais c'est une bonne expérience a posteriori. J'ose espérer. Ah, c'était... Merci beaucoup. Merci à tous.